le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Alors, et bonjour tout le monde. Je vais baisser un peu cette petite saturation. Voilà. On est bien là, on est bien installé. On est bien installé. Et vous avez constaté l'exceptionnel titre, magnifique. Un petit peu putaclic, c'est vrai. C'est vrai, il faut le reconnaître. Cortisone et ravitaillement hors zone, le trail en roue libre. Alors, en construisant ce podcast, je me permettrais aussi d'apporter d'autres trucs, mais bon, après, le titre aurait été trop long, tu vois. On va parler de camping-car caché dans la forêt, on va parler de coureurs qui prennent le VTT électrique sur des portions en partie forestière pour niquer un petit peu les autres. Voilà, tout un tas de choses absolument fascinantes. C'est un podcast qui émane de moi-même, c'est une question de personne. Et je vais remercier les nouveaux soutiens avec les patriotes de la semaine, les nouveaux patriotes de la semaine. Xavier Mettel, Hugo Manchon, Julien Servin, Jérémy Bossuet, Pierre Guillet, Mathieu Clé, Seb Baudouin, François Sueur, Maxence Thomas, Joseph Bétrison, Parcelle Limousine, je ne sais pas trop ce que c'est ça, Matteo Giacobé, et puis le retour des Alcaraz, le retour de Loïc Servadjan. Voilà pour les nouveaux patriotes cette semaine. Alors, amis patriotes, vous êtes sans doute régalés de cette revue de presse, là, mardi, j'ai publié mardi, où on interviewait d'ailleurs, chaque lundi, il y a une revue de presse qui parle de ce qui s'est passé en trail le week-end, et un audio, donc, avec un coureur qui a été très en vue ce week-end. Bon, bah là, on a pris le vainqueur du 100 miles de 10, Gwendal Moisan, donc c'était très intéressant. Et dans la revue de presse, j'ai déjà vu les prémices de ce podcast pointer le bout de leur nez. Mais vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Amis patriotes, on va encore faire un ou deux trucs sympas, puis après on va basculer sur les Templiers. Alors on aura tout un tas de choses à voir ensemble sur Patreon, une analyse des favoris, puisque l'organisation vous a publié une liste. Évidemment, tous ne seront pas au départ. Certains n'y seront pas en forme, d'autres oui, certains l'ont préparé, d'autres ils ont vu un peu de lumière, ils ont ouvert la porte. Voilà, on va caler tout ça. Et puis, chaque fois, je vous présente mon plan de bataille, à quelle heure on part à tel endroit, qu'est-ce qu'on bouffe, est-ce qu'on sniffe du poppers, à quel endroit on profite qu'il y ait moins de monde pour faire un ravito hors zone. Non, je déconne. Vous aurez, comme d'habitude, mon plan de route, mais cette fois-ci, nous allons élaborer le plan de ravitaillement ensemble avec mon nutritionniste Seb Diffenbrom, et on va vous filmer tout ça. Enfin, il va filmer son écran, tout bêtement, pour voir un petit peu comment lui place les trucs, parce que c'est vrai que pour l'instant, vous avez l'habitude de voir les documents tout faits, bah voilà, vous allez voir comment on les fait. Et comme ça, vous pourrez le copier et devenir vous aussi nutritionniste après avoir vu une vidéo de 30 minutes. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas fantastique? Évidemment, ça ne marche pas comme ça. D'un point de vue speaker, ce week-end, je serai à l'Ultra Trail du Beaujolais Vert, tiens. Voilà. Certains ont déjà commandé des bières, ceux qui ne l'ont pas fait, écoutez, tant pis pour vous, parce que là, c'est déjà chargé, je revois pas Julien. Donc, vous l'avez dans l'os, donc pensez-y pour les prochaines fois, pour pas l'avoir dans l'os une deuxième fois. Quand on voit le prix des frais de port, c'est vrai que c'est un peu dommage d'hésiter, tu vois. Charge le coffre, mon ami. Arrête de te freiner en permanence. Donc d'un point de vue speaker, ouais, je serai là-bas ce week-end, et puis d'un point de vue athlète, on va faire les Templiers, puis après ce sera fini, hein. Ce sera fini, point de Saint-Élion, point d'Hivernal. L'an dernier, en voulant insister un peu sur la fin de saison, je me suis blessé, donc là, voilà, on se fait petit Templier, hein, sympa, et après on arrête. Alors, que dire de plus? Bah c'est tout, très belle introduction. Ah oui, si. Vous voyez, dans ce podcast, on va dénoncer, certes des gens, mais qui sont pas forcément responsables. Par contre, il y en a d'autres qui le sont un petit peu. Et
Tout cela va me créer beaucoup d'antipathie auprès de certaines personnes et je vais perdre sur différents tableaux. Donc je remercie une deuxième fois l'ensemble de mes patriotes, puisque finalement je peux avoir ce ton libre, puisque tu peux essayer de m'embêter de toutes les manières, il y a un truc que tu n'arriveras pas à couper, c'est la source de revenus générée grâce au Patreon. Donc le Patreon, ce sont des gens qui me payent chaque mois pour obtenir des articles intéressants, des revues de presse intéressantes. Je mets au défi quiconque de faire mieux. À part me faire rire pendant 2 semaines, vous n'avez pas arrivé à faire grand-chose. On a vu d'ailleurs des jeunes médias qui se lançaient en copiant ce que font d'autres. Donc écoutez, venez copier ma revue de presse. Vu le ton que j'emploie, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Et ces personnes adhérant au Patreon, donc qui me donnent de l'argent chaque mois, reconnaissent en fait la qualité de ce que je fais. Puisque sinon, c'est facile. Ils vont sur le bouton « se désabonner ». Alors, évidemment, beaucoup se désabonnent. Hein. Peut-être quand tu t'es abonné 1 an, bah au bout d'un moment, t'es passé à autre chose et tout. Il y en a, ils sont abonnés 1 mois, ils piochent un petit peu des trucs à droite à gauche, finalement ça les intéresse pas tant que ça, ils se désabonnent. Bien sûr, je vous fais pas la liste des désabonnements, mais il y en a. Il y en a tout le temps. Tu sais, d'ailleurs, il y a une petite vague un peu plus forte là en septembre. C'est un petit peu normal, je pense que certains étaient venus là pour la prépa UTMB, et puis derrière, on n'est pas intéressé forcément par le reste, ce qui est tout à fait compréhensible. Ah merde, j'ai oublié d'aller ouvrir une bière de récup. Bon, c'est pas grave. Et finalement, s'il y a toujours une masse qui est présente, ou une masse qui se réinscrit de manière régulière, c'est qu'en fait, ce que je fais, c'est bien. Voilà, c'est pas moi qui le dis, la preuve, c'est que des gens sont prêts à payer pour l'avoir. Donc, alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais dans ce cas-là, il y a aussi des gens qui achètent du Coca. Pourtant, Coca, c'est mal. Oui, c'est vrai, ça marche pas pour tous les exemples. Donc, en faisant ce podcast, donc je continue sur mon introduction, bien sûr, je vais me mettre à dos plusieurs personnes, sans doute un petit peu un de mes nombreux employeurs. Donc étant auto-entrepreneur, je n'ai pas de patron, mais évidemment, à chaque fois que vous travaillez pour quelqu'un, c'est un petit peu votre patron du jour. Donc je pensais à l'UTMB, puisque on va y venir, c'est le cas d'étude numéro 2. Nous verrons que les commissaires de l'UTMB ont été un petit peu laxistes, et en révélant ça au grand jour, en fait, bah forcément, ils pourraient être un petit peu en colère vis-à-vis de moi, en disant « Ah putain, l'enfoiré, il aurait dû fermer sa gueule !» Eh oui, mais non. Et non, non. Mais, normalement, je ne pourrais pas être attaqué en diffamation, parce que je ne vais rien dire de faux. Je vais peut-être me mettre à dos peut-être Guillaume Lalu. Alors ça me surprendrait parce que c'est quelqu'un qui a une assez grande ouverture d'esprit, mais c'est vrai que dans le cas d'étude numéro 1, nous allons critiquer un petit peu une des personnes qui l'a reçue. Donc voilà, éventuellement Guillaume, qui en plus travaille en réalisant des podcasts pour Baou et pour UTMB. Voilà, si d'un coup il est chanchon et il pique une grosse colère, il peut éventuellement me faire du tort. Et on va se mettre à dos, enfin, en tout cas, c'est une réaction humaine qu'ils peuvent avoir, eh bien, nos cas d'études. Donc je pense à Martin Perrier, qui va être le cas d'étude numéro 1, à Marine Quintard, qui va être le cas d'étude numéro 2, mais pour ces personnes, vous allez voir, c'est pas très très grave, en fait, c'est pas vraiment eux les méchants dans l'histoire. Mais ensuite, on va très sans doute, mais Dieu merci, il n'écoutera pas ce podcast, se mettre à dos Franco Collet et toute sa mafia, son équipe autour de lui, et peut-être, mais à un degré moindre, hein, la gagnante du 100 miles de Nice. Ah, ça, vous l'aviez pas vu venir, je pense. Laura Van Vron, voilà, qui a éventuellement, peut-être, triché un petit peu. Donc là, en fait, les gens, plutôt que de dire « Ah putain, ouais, il a raison, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est pas bien, il faut que je me confesse et que je me repente. » Ils vont s'entêter dans le déni, en gesticulant, en vociférant, en poussant des cris, en se battant, en essayant de lire entre les lignes, enfin voilà, toutes les techniques d'enculage de mouche possibles et imaginables, plutôt que de dire, et vous le verrez, ce sera une conclusion du podcast, dire putain ouais j'ai merdé,
je suis désolé, j'accepte la sanction, je m'excuse, et ça se reproduira pas. Voilà, ça, c'est magnifique. Ça s'appelle l'exemplarité. Alors, du coup, vous allez dire, ah, putain, mais gros, pourquoi tu fais ce podcast? Tu vas t'attirer les foudres de tout un tas de monde. Ça se trouve, tu vas niquer ton chiffre d'affaires juste pour parler vite fait de trucs, mais qui vont pas changer la face du monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, du coup, pourquoi je me tire une balle dans le pied comme ça? Ah, déjà, parce que ça m'excite. mais ça, c'est une mauvaise raison. Il faut pas agir. Il faut pas agir sous ses pulsions. Non, ce que j'ai à gagner, c'est que là, on va dénoncer des comportements, des personnes qui enfreignent les règles volontairement ou attention, involontairement. Mais dans les deux cas, la règle est enfreinte. Hein. C'est comme l'homicide. Il est volontaire ou involontaire, mais dans les deux cas, la personne en face, elle est morte. Donc c'est embêtant, mieux vaut ne pas y aller. Donc, moi, mon grand intérêt, en fait, ici, c'est de vous dire ce qui se passe là sur l'avant des courses. Évidemment, il y a de la triche au milieu du peloton, à la fin du peloton. Ouais, c'est pas grave, il y a des tricheurs partout. Mais souvent, on dit, ouais, les élites, machin, truc, bidule, ils ont des passes droits, tout leur est dû, on leur offre un dossard, c'est limite si on leur taille pas une petite pipe sur la ligne de départ, Eh ben, moi, je voudrais me désolidariser justement de mes petits camarades qui usent et abusent des règles pour obtenir un confort de vie toujours grandissant. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord pour que lorsqu'on est un athlète de classe mondiale, il soit invité, logé, éventuellement, là, je sais pas, il y en a qui me disaient, ouais, Jim, il a pas payé son dossard à Nice. Franchement, putain, les mecs, vous avez la chance de courir une course, vous partez au départ, pour déconner, vous pouvez lui faire un chabit au meilleur coureur du monde de votre discipline. Bon, moi, franchement, je serais même prêt à rajouter 20 balles sur mon dossard pour que Jim il soit au départ de toutes mes courses, en fait. Mais bref. Voilà, donc l'objectif ici, c'est que je me désolidarise de ceux qui usent et abusent du système. Donc de dire, bah ouais, il y en a, ils font des conneries. Bon, ils sont minoritaires, et puis surtout, moi, je suis pas d'accord avec eux. Et la preuve, c'est que je vais révéler toutes les bêtises qu'ils font. Voilà. Ok ? Bon là, du coup, on a fini l'intro. Elle était relativement courte. Elle durait à peine 12 minutes. On va pouvoir passer au podcast. Alors, attendez, je bois un petit coup dans ma gourde Primoz Roglic. Voilà. Heureusement, j'ai pas eu de test antidopage après l'avoir léché dans tous les sens. Mais j'imagine que si j'ai fait 22e à l'UTMB, c'est un petit peu grâce à ce bidon magique de la Jumbo-Visma. Non, pour la petite histoire, ils mettaient dedans de l'eau gazeuse, de l'eau normale, du sel et du citron. Du coup, j'ai pu m'en faire un plein ventre. Alors, on attaque le podcast. Cas numéro 1, le cas d'étude numéro 1. On va parler du Tour des Géants. Parce que, alors vous le savez peut-être pas, mais c'est une course... Excusez-moi, je suis en train de roter au micro, ce qui est vraiment dégueulasse, mais bon. C'est une course, le Tour des Géants, que j'aime beaucoup. Parce que, en fait, je connaissais pas du tout le truc. Et j'ai commencé le trail running. Au bout d'un an, j'étais obnubilé par l'UTMB, patati patata. Je l'ai fait en 2018, je l'ai fait en 2019. Et puis, bah là, tu vois, j'ai pris connaissance aussi du Tour des Géants. Je me suis dit, putain, mais en fait, il y a des gens... le Tour du Mont Blanc, ça leur suffit pas. Il y a 170 bornes et 10 000 mètres de dénivelé, et eux, faut qu'ils aillent faire 330 bornes et 24 000 mètres de dénivelé. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est des malades. Ils ont des problèmes psychologiques. J'ai lu le récit, je crois que c'est en 2015, d'Antoine Guillon, qui explique qu'il a fait de la rétention d'eau et qu'il faisait 6 kilos de plus à la fin de la course. Là, je me suis dit, mais en fait, ils sont complètement cintrés. Du coup, a germé en moi une certaine fascination pour cette course parce que le parcours est absolument formidable. Vous faites, je sais pas si on peut dire le tour de la vallée d'Aos. Géographiquement, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, ça s'y rapproche un petit peu. Et le paysage est forcément formidable. Vous êtes en haute montagne quasiment tout le temps. Vous revenez un peu dans les vallées. Il y a des ravitaux en refuge, etc.
C'est une aventure incroyable puisque le côté compétition est quand même un petit peu de côté, même si c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus dense à l'avant de la course. Mais le principal reste quand même, pour l'intégralité du peloton, de boucler la boucle. Et bien souvent, on ne fait pas vraiment de plan sur la comète, même si on essaye de savoir à peu près à quelle heure on va arriver au refuge. Voilà, là on a quand même une dimension voyage et aventure qui monte en gamme par rapport à l'UTMB, où tu vois, je l'ai encore fait cette année, pour moi c'était une lettre à la poste, quoi. Et en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'est d'essayer de mettre moins de temps que l'année passée, mais tu me réveilles demain et tu me dis, viens, on fait l'UTMB en 26 heures, tu sais, je te fais ça en envoyant des textos, quoi. C'est pas... Ça me demande plus un effort, enfin ça va, quoi. Et donc je tombe sur le podcast Course épique. Donc pour ceux qui connaissent pas le podcast Course épique, c'est donc tenu par Guillaume Laluc. Donc vous reconnaîtrez sa voix parce que vous l'entendez beaucoup. Et en fait, il interviewe des gens à propos d'une course épique. Alors, soit il y a deux cas de figure, soit parce que c'est par exemple Courtenay de Walter sur l'UTMB et ça pète sa mère, c'est une performance incroyable, donc c'est une course épique. Soit c'est quelqu'un de moins connu, un peu plus monsieur tout le monde, mais qui a participé à un truc vraiment ultra chiadé, trop bizarre et tout, donc épique. Typiquement, là, il cherche un participant du Half Marathon des Sables en Égypte. Alors, moi, j'en ai rien à secouer du Half Marathon des Sables en Égypte, mais c'est vrai que c'est peut-être intéressant de voir comment ça se passe. Donc, c'est un truc épique. Et alors, j'en écoute très très peu des podcasts course épiques, parce que c'est vrai que moi, ce qui me fait un peu plus saliver, c'est les trucs où tu vas chercher le grand favori qui te parle uniquement de performance. Mais de temps en temps, voilà, quand j'aime bien soit la course, soit la personne, par exemple, il y a Arthur Joyeux-Bouillon qui est passé dedans, il m'arrive de tendre l'oreille. Et là, je vois, le Tour des Géants, machin truc. Je me dis, putain, génial, le Tour des Géants. Donc mon ami Julien Chaurier avait abandonné dessus, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il a interviewé le Français qui fait 7ème, il a peut-être dû croiser Julien et tout, vas-y, je vais pour l'écouter. Surtout qu'en ce moment, je fais pas mal de déplacements en voiture, donc hop, je mets mes petites oreillettes Bluetooth, et c'est parti, le blablacar à côté, il ferme sa gueule, et j'écoute le podcast. Et non, je déconne. Et là, je tombe sur, Martin Perrier, 7ème, 2 ans de suite, en plus, il fait 7ème, donc, le gars, bonne expérience, quoi, tu vois. Moi, je connaissais pas, puisque c'est vrai que quand tu fais le Tour des Géants, on parle difficilement de toi, sauf si tu le gagnes. Et, je commence le podcast, le mec, quand même, très, très imbu de sa personne. Alors, moi, ça me choque pas, parce que je fais un podcast qui parle de moi depuis 2018. Donc, je suis mal placé pour juger quelqu'un. De ce point de vue-là, niveau narcissisme, je pense que j'ai éclaté tous les scores. Oh putain, j'ai une photo de moi au-dessus de mon bureau. J'avais même pas fait gaffe, juste à côté d'Arnold Schwarzenegger. Évidemment, on se ressemble pas trop. Donc voilà. C'est vrai que si vous l'écoutez, vous allez dire, putain, le mec se la pète et tout. Moi, ça m'a pas choqué, mais en même temps, le gars, il fait 2 fois top 10 du Tour. Bon, il a d'autres résultats, Si vous allez sur sa page Index UTMB, on fait pas 10ème du Tour en claquant des doigts. D'ailleurs, il l'explique très bien. Mais, non, moi, je trouve que c'était pas trop exagéré, ça va. Et il t'explique et tout. D'ailleurs, le podcast est très instructif, puisque... le début, j'ai pas trop aimé, parce qu'il raconte un peu sa vie, je m'en fous. Moi, je voulais la course, tu vois. Moi, je voulais le Tour des Géants. Et après, on arrive au Tour des Géants. Et là, j'ai adoré. Le mec a quand même fini 7ème en 2022. Il va aller terminer 7ème en 2023. Au départ, il raconte qu'il se retrouve, pendant 2 heures, il est 80ème ou 50ème. Et en fait, il fait le même constat que moi sur des courses plus courtes, UTMB, Transgrande Canaria. C'est que ça fait 10 ans, peut-être 15 ans qu'on dit les courses de trail partent trop vite. Et qu'est-ce que vous faites, bande de débiles?
vous partez trop vite. Vous continuez à le faire. Donc en fait, pourquoi on en parle? Ça sert à rien. Pourquoi vous avez les oreilles bouchées quand on vous donne des conseils là? J'entends pas. On dirait Homer Simpson avec le singe là qui tape des timbales dans sa tête là. Putain. Et vous allez partir à une allure raisonnable au bout d'un moment, oui ou merde? Donc voilà, ça m'a fait sourire parce qu'il faisait exactement le même constat que moi, donc j'ai dit putain. Même sur le Thor, tu sais, il y a 330 km, même là, les mecs sont pas capables de se museler, quoi. C'est incroyable. Alors après, il continue son récit et tout. Bon, les conditions météo étaient assez clémentes, donc finalement, pas trop de surprise. Et il nous raconte qu'il était malade. Alors là, je me dis, putain, ouais, c'est pas de bol et tout. En même temps, Enfin, je sais pas s'il a fait plusieurs fois l'expérience. Souvent, tu prépares une course, tu la prépares très très bien. Donc, il racontait qu'il avait fait beaucoup de trucs en juillet, août. Et vu que tu prépares très bien ta course, tu places ton corps dans un état tu es plus fébrile, tu vois. Tu es plus à même de choper tout un tas de saloperies qui passent. Parce que tu vas te fatiguer un maximum. Tu sais, tu vas sur la corde raide. Et après, hop, tu surcompenses après avoir travaillé comme un cochon, quoi. Et là, Martin, pas de bol. Il s'est fatigué un maximum. Puis au moment de surcompenser, il a chopé une merde, un virus, je sais pas quoi. Et visiblement, dans la course, il se plaignait de la gorge. Il avait mal à la gorge. Et c'est vrai que... du coup, quand tu respires, c'est par la gorge, tu l'irrites encore plus, et j'imagine qu'il avait de plus en plus mal. Donc c'est très chiant. Et du coup, j'imagine qu'il s'est pas trop amusé à respirer fort, donc il va ralentir un peu pour pas accentuer le phénomène. Et donc il raconte ça et tout. Et puis d'un coup, il dit, ouais, je vais voir le médecin de la course. Au kilomètre 200. Bon, ok. Et là, il dit, ouais, le médecin de la course, je lui demande de regarder, puis il me fait sniffer de la cortisone. Et là, je fais, oh putain. Quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, la cortisone est un produit interdit en compétition. Alors là, il y a un flou. Il y a une espèce de flou juridique. Il est interdit d'utiliser la cortisone en compétition. Par contre, à l'entraînement, vous avez le droit. Donc, si vous êtes un enculé, vous pouvez vous entraîner toute l'année sous cortisone. Et là, je vous garantis que vous allez faire des perfs de malade mental. Par contre, à mon avis, vous allez courir 2 ans, pas plus. Et le jour de la course, la cortisone, c'est interdit. Ce qui fait que vous ne devez plus en avoir dans le sang le jour de la course. Sinon, en cas de contrôle antidopage, vous êtes suspendu, je crois que c'est 6 mois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'avait dû prendre Nicolas Bouvier-Gaz en 2016 au Templiers. Donc, comme par hasard, ça faisait 2 ou 3 ans qu'il échouait dans les 2 dernières heures au Templiers. Il avait pas assez de force pour finir la course dans le top 10. Et en 2016, il finit 6ème. Pas de bol pour lui. On fait un contrôle, entre guillemets, aléatoire. Mais enfin bon, il était ciblé, en fait. Parce que on l'a vu venir, Nicolas. Et voilà, positif à la cortisone. Et son excuse, c'était, ouais, mais moi, j'ai des allergies, donc j'en ai toujours pris. Donc là, déjà, c'était excellent. Tu dis, mais attends, mec, pour justifier que t'as fait une connerie, tu nous expliques qu'en fait, tu fais la connerie tous les jours? Mais t'es un malade, en fait, t'aggraves ton cas, toi. C'est le mec qui fait, monsieur, mais attendez, là, vous avez buté quelqu'un, là, on vient de vous voir, là, il y a le cadavre. Ouais, mais en fait, c'est le 500ème, donc ça va. Quoi? Mais non, pas du tout, ça aggrave votre cas. Bref. Donc ouais, la cortisone, c'est interdit en compétition. En fait, c'est vraiment extrêmement puissant. Par exemple, j'en ai déjà pris. Évidemment pas en course. Donc c'était janvier 2020. Putain, je traînais une sinusite de bâtard. Ça faisait 2 semaines. Tous les sinus étaient bouchés. J'avais mal à la tête. Ça faisait 2 semaines que je faisais matin et soir des inhalations de 10 minutes avec de la putain d'huile essentielle qui t'arrache les naseaux. Je mettais eucalyptus radiata ou globulus là sur mes sinus en massage. Voilà, je faisais tous les trucs possibles, imaginables. Cette sinusite de merde passait pas. Au bout de 2 semaines, je me mets à cracher du sang. Je fais, bon, Hugo, on va aller voir la médecine moderne maintenant. Et mon médecin me dit, putain, ouais, c'est vrai que là, je te mettrais bien 3 jours de cortisone, ça va buter le virus. Enfin, ça va buter beaucoup de choses d'ailleurs. Et comme ça, tu repars neuf, quoi.
Je lui dis, putain, c'est un peu extrême. Il me dit, bah ouais, mais bon, y'a pas le choix, là. Je dis, bon, allez, ok. Donc là, on était lundi matin. Le dimanche, je courais au trail de la Galinette. Enfin, j'étais inscrit. Et je lui dis, mais attends, là, ton traitement, il s'arrête mercredi midi, la course est le dimanche matin. Moi, j'ai pas le droit à la cortisone pendant la course. Est-ce que le produit se sera barré, tu vois? Il me dit, ouais, t'inquiète pas, cette demi-vie, c'est 48 heures, donc vendredi midi, t'as plus de cortisone dans le sang. Je dis, ok. Tac, 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 je prends le médicament, évidemment, je vais mieux, tout de suite. Donc on passe de quelqu'un qui a mal à la tête non-stop et qui peut rien faire à quelqu'un qui recommence à faire du seuil en bosse, ce qui est intéressant. Et puis je me dis, putain, mais quand même, ce médecin a-t-il vraiment l'expérience de la compétition, du haut niveau, du dopage, tout ça? Je me dis, bon, allez, Hugo, on va pas faire une connerie, appelle tonton Pierre Salet, là, tu vois. Donc, j'ai été assez étonné qu'il soit disponible. J'appelle Pierre Salet, Pierrot, ça va et tout. Et non, je déconne, je le connais pas. Donc je l'appelle et je dresse le bilan du truc. Et il me dit, bah écoute, ton médecin, il s'est un petit peu trompé. En fait, la cortisone reste dans le corps à peu près une semaine. Si vraiment t'es une des personnes qui a le moins de chance, elle va rester 10 jours. Je dis, putain, mais c'est emmerdant. Du coup, dimanche, je serai sous cortisone, en fait. Il me dit, ben, c'est pas sûr, mais peut-être que oui. Je lui dis, ouais, non, bah... Je dis, bah, je vais pas courir, alors. Tu sais, lui, c'est marrant, tu vois, il disait rien. Et là, d'un coup, il fait, ah, ben voilà. Bah, ça, c'est ce que je voulais entendre, tu vois, Hugo. Parce que là, t'as été malade, tu t'es soigné avec des médicaments, donc tu n'es pas à même de faire une compétition. C'est pas possible. Je dis, ok, ouais, t'inquiète, j'ai bien compris. Je lui dis, oui, c'est vrai que de toute façon, c'est pas au trail de la Galinette que va y avoir un contrôle antidopage. Il me dit, bah oui, non, il y a peu de chance. Ouais. Je lui dis, mais ouais, non, ok, bon, j'irai pas, c'est pas grave, tant pis. Bon, ça me faisait chier, parce que j'avais prévu le voyage avec 3 amis. Bon, on avait le logement et tout. Du coup, j'y suis allé pour les ravitailler, mais j'ai pas fait la course. Et le samedi matin, avant de partir, je me dis, putain, mais ça fait chier parce que quand même, le trail de la Galinette, je l'ai préparé, tout l'hiver, tu vois, c'était ma course de rentrée, en fait. Et après, je devais faire, je sais plus quoi, puis Madère. Et après, il y a eu le Covid et tout le monde est resté chez soi. Mais c'était ma course de rentrée, le trail de la Galinette. Donc je dis, putain, ça fait chier, je me suis entraîné tout janvier pour ça, en plus, il faisait assez mauvais et tout. Je dis, bah vas-y, samedi matin, je me fais un petit circuit à la maison, et ça me servira de course test. Mais là, au moins, je suis pas en compétition, donc je m'en branle. Et le samedi, dis-toi bien, je suis allé dans ma bosse, là, au Malpassant, et je faisais des allers-retours en côte sur 100 mètres. Je me suis dit, je vais faire 3 heures, 3000 mètres de dénivelé. Ce sera hyper dur, déjà, si j'y arrive, c'est bien. Tu sais en combien de temps je les ai fait, les 3000 mètres de dénivelé? Positif et négatif, Je les ai fait en 2h47. Ouais. En plus, je suis parti fort. Dans la première heure, je me suis dit, putain, Hugo, là, t'es parti trop fort, t'es en train de faire que du seuil, au bout d'une heure, tu vas sombrer. Je vous mens pas. J'ai jamais baissé d'allure. Grâce à la cortisone, sans doute. Puis au fait que je sois assez en forme aussi, c'est vrai. Donc la cortisone, c'est quasiment de la magie. Pour en revenir au podcast de Course Épique où Martin Perrier nous explique son tort des géants, donc il inhale de la cortisone pendant 15-20 minutes, ce qui doit quand même être loin d'être anodin. Mais c'est pas lui, c'est un médecin, c'est le médecin de la course qui lui fait inhaler la cortisone. Vous allez voir pourquoi c'est très important. Et ensuite, quand il repart, mais dans tout le podcast, il explique à quel point il se sentait mieux, à quel point il reprenait plaisir à doubler des gens. Il arrivait à prendre des coms en descente. Bon, c'est un bon descendeur de base. Mais, et toi, quand t'écoutes, tu te dis, putain, mais évidemment. Mais, tu sais, quand tu connais les effets de la cortisone, t'es pas surpris. Tu dis, mais c'est sûr, mais c'était sûr. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il le dit, au bout de 10 heures, les effets sont un peu
estompé, et du coup, il est pas arrivé à rentrer. Il y avait un groupe de 4 devant lui, apparemment, là, avec des porn stars, des Damian Hall et de compagnie, là. Et il est pas arrivé à rentrer dessus parce qu'en fait, il a coulé une bielle juste avant, quoi. Parce que, au bout d'un moment, la cortisone, en fait, lui a permis de faire 10 heures en sur-régime, puis si tu veux, au bout d'un moment, le corps, il fait, ouais, non, mais attends, là, Kiki, là, t'es gentil, là. Je t'ai dit que ça allait pas. Toi, t'as remis les gaz. Là, maintenant, c'est stop. Voilà. Et une fois que je vous ai raconté cette histoire, vous allez dire « Oh, l'enfoiré, il a enfreint les règles, il est dopé, machin, faut le suspendre et tout. C'est une ordure bidule patati patata. » Non. Alors pourquoi non ? Parce que, si vous écoutez bien, c'est pas Martin qui, de lui-même, fouille dans le sac de son assistance, dégoupille un médicament interdit qu'il avait prévu d'utiliser, se charge la gueule et repart. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui estimait être un petit peu malade, un petit peu gêné, qui va voir le médecin de la course, donc presque l'autorité suprême, et qui lui demande de l'examiner. L'autre l'examine et opte pour un remède. Pas de bol, c'est un médicament interdit. Mais finalement, alors moi ça me serait pas arrivé parce que j'ai une expérience du dopage qui est énorme, vu qu'avant je faisais du vélo. Je peux te dire qu'on fait attention. En fait, dès que j'ai eu 15-16 ans et que je courais en Coupe de France VTT, en janvier, le coach nous faisait des rappels. Il disait, quand vous devez prendre un médicament, vous m'appelez. Avant de l'avaler, vous me passez un coup de fil. On devait se méfier de tout. Tout. Par exemple, si vous prenez un Actifed jour et nuit, à l'intérieur, il y a de la pseudoéphédrine. Je sais pas s'il y en a assez pour que vous soyez positif à un contrôle antidopage, mais méfiez-vous. Dans Point de côté, on raconte comment Christelle De Waal a subi un contrôle positif suite à je sais pas quel médicament. C'était de la merde, hein, c'était un truc qui l'a pas aidé à avoir des bonnes performances. Mais néanmoins, maintenant, vous tapez Christelle De Waal dopage dans Google, elle a beau s'expliquer 25 fois, voilà quoi. Il y aura toujours quelqu'un pour dire... Et là, en fait, le problème, c'est pas Martin qui se plaint de la gorge, qui prend un truc, c'est le médecin. En fait, sur le Tort des Géants, sur une compétition officielle, on a un médecin qui dope les mecs. Ah mais vous vous rendez compte du truc ? Donc c'est un médecin italien, hein, évidemment, c'est borderline. Le gars, parce que là, on a écouté Martin raconter sa course, mais il y a combien de personnes qui sont venues voir ce médecin ? Il y a combien de personnes qui se sont plaints de maux de tête, qui se sont plaints, je sais pas, de plein d'autres trucs, et puis le médecin, il leur file de la cortisone. Ah bah oui, c'est sûr, ça va mieux. Hein. Ah bah là, tu finis la course, hein, sous cortisone. Il y a aucun problème. Hein. Donc, en fait, on peut en vouloir un peu à Martin, estimer qu'il lui faut une sanction. Moi, j'en ai rien à foutre. Par contre, ce que je veux, médecin, numéro de poste, nom, prénom, dénonciation auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage. Bonjour monsieur, pourquoi vous donnez de la cortisone à des participants ? Pourquoi vous dopez des gens, en fait, là ? Alors, est-ce qu'on est dans le cas de Richard Virenque qui est dopé à l'insu de son plein gré ? Martin nous explique quand même qu'au début du podcast, il a des parents médecins, donc normalement, il sait un peu ce que c'est, la cortisone. Mais visiblement, pas trop, parce qu'il s'étonne après d'être en forme. Moi, franchement, le jour où je reprends de la cortisone pour X raisons, je vais pas m'étonner d'être en forme. Hein. Mais là, il faut... là, ça va pas du tout, là, l'organisation du tort, en fait. Parce que vous avez des médecins qui dopent les mecs, en fait. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Imaginez, le mec participe au tort, il prend de la cortisone, le médecin lui dit pas trop ce que c'est, et puis le gars, la semaine prochaine, il doit faire un contrôle antidopage pour je sais pas quoi, et du coup, il se retrouve positif. Le mec voulu niquer sa réputation à cause d'un putain de médecin italien qui donne de la cortisone aux participants d'un trail.
Ah mais on va où là ? J'écoutais le podcast contre le dopage là de Let's Try Podcast avec Christophe Basson, avec Odile Baudrier. Vous voulez de la dénonciation ? Bon ben voilà, hein, vous avez un médecin italien à Valtournanche, hein, sur le ravitaillement ou Valtournanche, je sais pas comment on prononce. Donc au Tour des Géants 2023, Valtournanche, le médecin italien là, vous pouvez y aller là. Lui à mon avis. Donc voilà. Là typiquement, on est sur un cas de triche involontaire. Pourquoi involontaire ? Bah parce que s'il avait triché volontairement, il le raconterait pas dans un podcast qui a, je sais pas combien il a d'écoutes, je sais pas comment faire pour voir les stats, mais peut-être 5000, peut-être 10 000, enfin j'en sais rien, course épique ça doit être très écouté, ouais peut-être c'est même plus, mais voilà, le mec raconte ça sans aucun stress, hein, sans aucune pression, donc c'est bien qu'il est pas conscient d'avoir fait une faute. Donc il a enfreint les règles de manière involontaire. Mais encore une fois, qui est le coupable ? C'est le médecin. Après, ce qu'il faudrait, c'est que si vous êtes coureur et un jour ça vous arrive, on vous donne de la cortisone pour X raisons. Vous arrêtez la course immédiatement. C'est comme ça. En fait, il aurait fallu que Martin choisisse entre je me soigne, je prends de la cortisone et j'arrête la course, ou je ne me soigne pas, je ne prends pas la cortisone. À la limite, il aurait pu prendre un Doliprane, ça c'est autorisé. Donc, c'est ce que Christophe Basson appelle dans le podcast une démarche dopante, mais pour moi, il y a un règlement, il y a des choses qui sont autorisées, il y en a qui ne le sont pas. Après, moi, prendre un Doliprane en course, je le ferai jamais. Enfin, pourquoi je le ferai jamais ? C'est facile à comprendre. C'est que malheureusement, ça va enlever les signaux de douleur dans votre corps et du coup, vous allez peut-être descendre plus vite que ce que vous êtes capable de faire et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous déchirer quelque chose. Par exemple, Marianne Hogan, sur l'UTMB 2022, elle se déchire le psoas. Alors, je sais pas du tout si elle a pris un Doliprane, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en fait, elle sentait plus la douleur de ses jambes parce que ce que je l'ai vu faire au ravitaillement, c'est boire beaucoup de coca. Caféine plus sucre rapide, ça vous dope un petit peu. Bon, c'est évidemment autorisé, hein, bien sûr. Mais du coup, vous sentez plus trop la douleur et vous pouvez peut-être vous faire mal. Si vous prenez un Doliprane pour finir la course, bah faites gaffe parce que peut-être que vous aurez plus de douleur et peut-être que vous allez accélérer. Et à ce moment-là, la blessure arrive. À la cortisone, c'est exactement pareil. En fait, Martin a eu beaucoup de chance de ne pas se blesser. Donc voilà. Là, dans ce cas de figure, ce qui est important, c'est de niquer sa mère aux médecins qui dopent les coureurs. Au Tour des Géants, on a des gens qui trichent de manière complètement volontaire, par contre. Et c'est sur eux qu'il faut peut-être se concentrer. Par exemple, Franco Collet. Et là, j'ai dit le nom. Franco Collet, si vous voulez, ça fait longtemps qu'on sait qu'il triche, mais visiblement, ça dérange personne et on continue à l'inviter, l'inscrire sur des courses, je sais pas quoi, et le récompenser quand il est premier. Vous avez Patrick Bohard qui a écrit un livre qui s'appelle Itinéraire bis, dans lequel il raconte beaucoup de choses qu'il a fait en ultra-trail, très intéressant. Et en fait, dans ce livre, il explique comment Franco Collet triche sur le Tour des Géants en se faisant tracter. C'est-à-dire que dans la nuit, Patrick voit Franco Collet au loin avec sa frontale, et en fait, autour de Franco, il y a deux autres frontales, et en fait, avec la lumière des frontales, il voit une corde entre Franco et les autres mecs. Donc t'as des gens qui tractent Franco Collet dans les bosses pour qu'il monte plus vite. Donc évidemment, bah ça c'est de la triche. Cette année, Franco Collet gagne la course devant Romain Olivier. Vous vous doutez bien que Romain a constaté tout un tas de tricheries. C'est pas à moi d'en parler à la place de Romain. Si un jour il veut les dénoncer, je l'invite dans le podcast avec grand plaisir et il pourra nous parler des VTT, des camping-cars, des portions que Franco Collet n'a jamais courues. Il y a même des endroits où il a jamais mis les pieds. Et si aujourd'hui il n'y a pas la trace du Tour des Géants de Franco Collet sur Strava, c'est parce qu'il a jamais fait les 350 km, enfin, ou 330 km. S'il en a fait 300, c'est déjà bien. Et en fait,
vous avez une team Franco Collet, donc le mec est indéboulonnable. C'est même possible qu'il vous tabasse sur place. Et vous avez une team qui est contre lui. Eh bien, j'invite ces gens-là à venir avec les preuves, avec ce qu'ils ont vu. Aujourd'hui, on a des écarts chronométriques qu'on peut constater entre tel point et tel point de ravitaillement. Vous pouvez, avec les téléphones, les photos, les vidéos, c'est chaque année de meilleure qualité, etc., etc. On peut le fumer. Et il faut le faire. Parce que c'est inacceptable. Et en fait, ce mec, moi, je le trouvais super sympa parce qu'en 2016, à la TDS, il a fini juste devant moi. En fait, il était parti un peu vite. Je le rattrape au bout de 5 heures de course. Je le dépasse, mais minable. Tu sais, comme si je doublais un enfant, quoi. Et sur la fin de course, il me revient dessus. D'un coup, il va vite, quoi. Alors moi, ok, j'ai pas fini très vite. Mais ouais. Tu vois, pourquoi il m'est revenu dessus, en fait? Parce qu'il a coupé, parce qu'il a pris des trucs. Tu vois, en fait, à partir du moment où tu sais que quelqu'un triche, tu te dis, putain, mais en fait, il a fait ça toute sa vie, il a fait ça sur chaque événement. Je sais plus. Tu sais, c'est un peu comme dans un couple. T'apprends que ta copine, elle t'a trompé une fois, tu l'apprends. Tu te dis, mais en fait, ça se trouve, elle l'a fait 15 fois, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'elle me trompe, ça se trouve, etc., etc., etc. Et tu peux plus vivre avec, parce que t'as le doute tout le temps, c'est omniprésent, tu y penses matin et soir, jour et nuit. Et ben là, quand quelqu'un triche sur une course et on démontre qu'il l'a triché, tu te dis, putain, mais la course de l'an passé, qu'est-ce qu'il a fait? La course d'il y a 3 ans, là où il a marché comme une bête, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là pour réussir? Donc tu perds la confiance. Et c'est pour ça qu'il faut absolument dénoncer et sanctionner les tricheurs à hauteur de ce que prévoit le règlement pour eux. Donc, dans le cas de Franco Collet, c'est évidemment une disqualification quand vous en êtes à prendre le camping-car pour aller plus vite. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter sur le tort des géants? Non, je pense déjà c'est pas mal. Après, j'imagine qu'il y a une foule d'autres histoires à raconter sur cette course où j'ai l'impression que la triche est monnaie courante. Si vous avez participé au tort et que vous avez vu des trucs, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, ça me régale. Si vous avez une preuve, c'est quand même mieux. Ça, par exemple, il y a un mec, bon, ça n'a rien à voir. Il fait du VTT autour de chez moi, et il me dit, ouais, tes petits copains, là, trailer, il y a des groupes, ils ont apeuré des personnes âgées en passant vite en courant autour d'eux, puis je sais pas, ils ont abîmé des arbres en courant, enfin, je sais pas, il m'a pris la tête avec ça. Et je l'ai calmé en 2 secondes, je lui ai fait, attends, en gros, d'où c'est mes potes, en fait? Qu'est-ce que t'en sais que c'est mes petits copains, quoi? Tu crois quoi, là, que je connais tous les gens qui courent autour de Chambéry? Mais t'es un malade, toi. T'as vu le monde qu'il y a? Forcément, dans le nombre. S'il y a 200 trailers autour de Chambéry, il y en a 5, c'est des connards. Bah oui, c'est normal, c'est une proportion de la population. Bref. Allez, on passe au cas numéro 2, parce que sinon ça va durer 2 jours. Cas numéro 2, on quitte le tort des géants et on passe au Nice by UTMB. Et c'est là que les problèmes arrivent. Donc je commentais le live du Nice by UTMB, le vendredi le 100 miles et le samedi principalement le format 100K, le format 50K et un petit peu le 100 miles. On filme, et vous le savez, on filme beaucoup les premiers hommes, premières dames. Marine Quintard, on la filme dans la première montée du format 50K qui visait 62 km. Dans la première montée, on voit qu'elle monte avec Jessica Brazo, la femme de Jim Wamsley, et progressivement, au fur et à mesure de la montée, elle sème Jessica. Ok? Elle sème Jessica, donc elle prend la tête, puis après l'écart continue de grandir. Et Marine, en fait, on la retrouve à 12 bornes de l'arrivée, au niveau du dernier ravitaillement. Et là, elle a, je sais pas, un quart d'heure ou 20 minutes d'avance sur Jessica, donc nous, on dit que c'est plié, voilà, elle va gagner la course, pas de problème. Et donc on la filme jusqu'à l'arrivée. Et là, elle arrive au ravitaillement, donc c'est le plateau Saint-Michel, ravitaillement numéro 6. Et en fait, avant que Marine arrive à ce ravitaillement, on avait filmé les premiers hommes. Andreas Rieder, l'Autrichien du Team Brooks, Hugo Deck, le Français du Team Adidas, et un jeune Norvégien, là, je le connaissais pas. Et ces 3 personnes, on les a filmées.
on les voit entrer dans le ravitaillement, remplir leurs flasques auprès des bénévoles, ressortir et repartir en courant en direction de l'arrivée. Et là, Marine arrive au ravitaillement, et je dis sur le live, voilà, Marine Quintard qui arrive au ravito, patati patata. Et là, il y a un mec qui fait, ouais, Marine, vas-y, rentre juste dans le ravito, tu bipes, tu ressors et je te ravitaille. Et du coup, moi, je fais, voilà, Marine, son assistance est là pour la ravitailler, allez l'encourager une dernière fois avant la fin. Et en prononçant ces phrases dans ma tête, je fais, mais attends, là, je suis en train de commenter le format 50K. Quand je commentais le format 100K ou 100 miles, il y avait des points d'assistance autorisés. Là, je suis en train de commenter le format 50K, mais il n'y a pas d'assistance autorisée. Donc là, je le dis en live, je fais, putain, mais je crois qu'il n'y a pas d'assistance autorisée. Évidemment, dans le chat, ça réagit. Et les mecs font, bah ouais, non, il n'y a pas d'assistance autorisée, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc je vais voir la régie, les gens de l'UTMB qui sont à la régie, je leur dis, putain les gars, mais qu'est-ce qu'on fait et tout, c'est ravitaillé là, alors que c'est interdit. Et ils me disent, bah écoute, on sait pas, nous, on peut pas trop décider, effectivement, on est plutôt d'accord avec toi. On va demander au commissaire. Parce qu'en fait, on pratique un sport. Il faut bien comprendre que c'est pas la foire à la saucisse. Et à un moment donné, en sport, il y a ce qu'on appelle un arbitre. Là, en ce moment, il y a la Coupe du Monde de rugby. Quand il y a un essai, l'arbitre valide l'essai. C'est lui qui siffle et qui dit l'essai est accordé. C'est pas parce que le public gueule ouais que l'essai il est accordé. L'essai il est accordé si le ballon a bien été plaqué, si le joueur en courant il a pas marché sur la ligne de touche juste avant, et s'il n'y a pas eu un en avant juste avant qu'on lui fasse une passe, patati patata. Éventuellement, l'arbitre peut faire appel à la vidéo s'il y a eu un plaquage avant, il a pas bien vu, si le mec a aplati le ballon, pile poil en zone de but, etc. Mais, à la fin, le public, qu'il soit d'accord ou pas, et nous-mêmes, ce qu'on voit à la vidéo, des fois à la vidéo, on voit un truc, on dit putain, mais l'arbitre a pris la mauvaise décision. Eh bien, c'est l'arbitre de ce sport qui décide, et on ferme notre gueule. Enfin, après, on peut épiloguer, on peut faire des posts sur Twitter, on peut se gratter les couilles à 7h10 le matin, mais l'arbitre décide. Et là, l'arbitre a décidé que le règlement était flou et du coup, ils l'ont pas sanctionné. Bon. Le problème, c'est que tout le monde l'a vu faire. Et le problème, c'est que quand je me rends sur la page... Alors, je vais vous mettre le lien. Nice by UTMB, là, le 50K. Quand je me rends sur le profil du parcours. Donc, je pense, amis coureurs, dites-le moi si je me trompe, je pense que quand vous participez à une course, vous regardez le profil pour savoir l'écart entre les ravitaillements en termes de distance, en termes de dénivelé, pour voir si la pente elle est raide, si elle est moins raide, etc., etc., pour voir, là, quand on clique, on peut même voir s'il y a les produits NAC sur les ravitaillements, patati patata. Donc j'imagine que tout le monde regarde ce profil. Regardez ce profil. Les ravitaillements, c'est un rond blanc, M1, M2, M3, etc., etc. Pourquoi il y a un rond blanc ? La légende qui est juste au-dessus, quand il y a un rond blanc, c'est marqué checkpoint, no. Attendez, je vais le mettre en français. Parce que peut-être qu'on ne parle pas anglais, donc on ne peut ne pas comprendre. Mais il y a l'onglet en français. Alors, en français, point de contrôle sans assistance. Voilà, ça c'est les ronds blancs. Il y a un rond blanc avec des petits pointillés orange qui sont parfaitement visibles. Point de contrôle avec assistance. Bon, ok. Quand je vais sur donc je suis sur le roadbook. La légende est 2 cm au-dessus du profil. Et je ne vois que des points blancs. Donc, point de contrôle sans assistance. Ok ? Ça veut dire que sur le 50 km, comme sur l'OCC, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'assistance possible. Eh bien, sur le 50 km de Nice-Côte d'Azur, c'est pareil. Et donc j'imagine les amis de Marine ou son staff ou celui qui l'a ravitaillé
ont dû voir nos interrogations légitimes dans le chat. Et à l'arrivée, ils ont discuté avec Catherine et Isabelle Poletti en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ravito hors zone? Nous, on pensait que c'était autorisé, patati patata. » Catherine et Isabelle, bien que travaillant pour l'UTMB, enfin Isabelle est même la directrice, si tu veux, elles ont passé toute la journée au soleil sur la ligne d'arrivée, et à un moment donné, c'est pas leur rôle d'arbitrer. Donc après, il faut se référer au commissaire. Alors je sais pas qui c'est, je ne sais pas non plus où il est. Est-ce qu'il est sur Nice? Est-ce qu'il est comme nous on était en cabine ailleurs? Voilà. Peut-être qu'ils sont plusieurs, donc je sais pas combien ils sont, je sais pas où ils sont, je sais pas qui c'est, etc., etc., etc. Et cette personne, je ne sais pas, mais peut-être que le clan Marine Quintard a fait pression sur le commissaire en disant « Non mais attendez, c'est dégueulasse, c'est tout, patati patata ». Cette personne décide que le règlement n'est pas assez clair. Alors, cliquez sur mon lien, ouvrez la page avec le profil de la course. Encore une fois, qui ne regarde pas le profil de la course avant de partir? Je sais pas. Point de contrôle sans assistance, c'est les petits ronds blancs, et je ne vois que des petits ronds blancs. J'ai fait des captures d'écran, hein, bien sûr, hein, au cas où ça venait à changer. Avec la date. Voilà. Ok. Dans le règlement, je suis d'accord, c'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Le ravitaillement avec assistance est interdit au niveau du plateau Saint-Michel. Effectivement, dans le règlement, c'est écrit que l'assistance hors zone est interdite. Mais imaginons que Marine Quintard n'ait lu que le règlement pour se préparer à la course et qu'elle n'ait pas regardé le profil. Bon, c'est très étonnant, mais pourquoi pas. Donc en lisant le règlement, parce que quand vous vous inscrivez à la course, vous signez le règlement. Hein. Donc vous êtes censé l'avoir lu. Si vous l'avez pas lu, vous l'avez dans le cul, c'est de votre faute. Donc elle a lu le règlement, puisqu'elle l'a signé, et elle a lu la phrase le ravitaillement hors zone est interdit, et puis il y a même une deuxième phrase un peu plus loin, donc il y a un tableau des pénalités. Ravitaillement hors zone, la pénalité c'est 1 heure. Alors ça c'est étonnant, parce que sur les TMB c'est 30 minutes, mais bon là c'est 1 heure. À quel moment je vous mets le lien pour le règlement? Voilà, alors attendez. Merde, il est où le règlement? Ah, voilà. Je vous mets le lien pour le règlement, et vous me direz à quel moment c'est pas clair. Ça m'intéresse. Ok? Donc, résumons la situation. Vous avez la première de la course qui s'est fait ravitailler sur une zone où elle n'avait pas le droit d'être ravitaillée. Donc, normalement, c'est très simple. Il faut dire, bon, là, elle n'avait pas le droit de le faire. Elle l'a fait. Nous, on l'a vu parce que tout a été filmé sur le live. Le règlement, c'est 1 heure de pénalité. Paf, on met 1 heure de pénalité. Et au lieu de ça, ce qui aurait été un fait divers, tu vois, sans importance. Et au lieu de ça, on vient te dire, oui, mais non, mais parce qu'en fait, c'est pas clair. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que cet enfumage? À quel moment c'est pas clair? C'est très très clair. Au contraire. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui te dit un mensonge et il va le répéter, parce que plus on dit quelque chose, plus on y croit, plus on croit que c'est vrai. Donc, demain vous dites le ciel est rouge, on dit mais non, t'es complètement débile, il est bleu, et pendant tous les jours tu dis non, le ciel est rouge, le ciel est rouge, le ciel est rouge, le ciel est rouge. Bon, j'exagère parce que personne va y croire, mais au bout d'un moment, en fait, tu te dis ah putain oui, c'est vrai que le ciel quand même, il y a des petites nuances, ouais, en fait, il est un peu rouge. En tout cas, il est pas complètement bleu. Donc s'il est pas complètement bleu, c'est peut-être qu'il est un peu rouge. Non mais, gros, relis le roadbook. Quand tu vois le roadbook, donc, vous qui m'écoutez là, vous avez participé à cette course. Il y en a plein qui m'écoutent qui ont participé à cette course. Vous avez tous compris que le ravitaillement était interdit sur le 50 bornes. Maintenant, j'ouvre, et vous allez voir pourquoi, le profil du 100 km, et là, oh, que vois-je? Ravitaillement numéro 1, Saint-Étienne de Tinée, rond blanc, point de contrôle sans assistance.
ravitaillement numéro 4, non, N3, Isola, hop, le rond est entouré de rouge, point de contrôle avec assistance. Ok ? Donc là, on voit bien la différence. Donc, c'est indéniable. Franchement, j'en démordrai pas. Il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Marine Quintard a enfreint une règle. C'est un fait, mais c'est impossible de démontrer l'inverse. Vous ne pouvez pas. En fait, je peux pas démontrer que j'ai raison à partir du moment où c'est impossible de démontrer que j'ai tort. Et là où je suis d'accord, c'est qu'elle n'a pas fait exprès. Parce que, encore une fois, ils ont fait ça sous les caméras. Donc, si tu veux, ils se sont absolument pas cachés. Là, le gars qui lui a fait l'assistance, il était assis sur un banc, au bord de la route, on le filmait, on le voyait. Lui et Marine étaient totalement convaincus d'être dans leur bon droit. Donc là, on est encore une fois, comme dans le cas de Martin Perrier, sur une triche involontaire. Mais néanmoins, une triche quand même. D'autant plus que quand on les titille un petit peu là, leur justification c'est de dire que le règlement est pas clair, bon là j'ai démontré que c'était du flan, et de dire oui mais on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette excuse de merde ? Moi demain je me fais gauler sur l'autoroute à 137 au lieu de 130, je reçois un PV. Je dis non mais en fait j'ai pas été le seul à faire ça donc c'est pas recevable là votre PV. Mais la police nationale va me demander de bien gentiment aller me faire enculer et de fermer ma gueule. À quel moment tu justifies une erreur en disant ouais mais d'autres l'ont fait aussi ? C'est comme bon là j'exagère énormément et ça va choquer peut-être beaucoup de monde mais j'adore faire des paradoxes énormes comme ça. Non je vais pas le faire. Mais voilà, vous pouvez pas dire j'ai fait une connerie, mais vu que d'autres l'ont fait, ça excuse ma connerie. Bah non, pas à aucun moment. Et du coup, à travers cette phrase, Marine Quintard aggrave son cas parce qu'elle vient de nous révéler qu'elle s'est ravitaillée aux autres endroits. Ah, parce qu'au début on peut dire bon ok elle s'est ravitaillée, elle avait pas le droit de le faire. Mais finalement elle a 23 minutes d'avance sur Jessica Brazo, et c'est peut-être pas si important que ça. Ouais, mais attends. Parce que si elle s'est ravitaillée aux 6 ravitaux, ou 4 ravitaux sur 6, alors qu'à chaque fois, Jessica a dû aller voir les bénévoles, remplir ses flasques, prendre de la bouffe, peut-être manger un truc salé sur place s'il avait trop chaud, etc., aller mouiller sa tête, patati patata, alors que Marine, il lui mouillait la nuque, il lui donnait les flasques déjà prêtes, il lui donnait ses barres, etc., peut-être que tout mis bout à bout, on arrive à gommer les 23 minutes d'écart entre les deux filles. Ou alors, on gomme peut-être qu'un quart d'heure, mais du coup, il y aurait eu 6-7 minutes à la fin, et peut-être que Jessica Brazo, qui a fini un petit peu en roue libre parce qu'elle savait que Marine était trop loin devant, peut-être qu'à ce moment-là, elle se serait dit « Putain, Marine, elle est juste devant », et elle serait peut-être revenue sur elle, tu vois, on sait pas en fait. Et on ne pourra jamais le savoir. Et on peut se tripoter la queue pendant des heures à faire des scénarios comme ça, on oublie les faits, c'est Marine Quintard a été ravitaillée par son assistance à un endroit où c'était interdit. Point barre. Et il n'y a pas de débat. Donc voilà. Et c'est là où en fait je me désolidarise du décisionnaire, enfin du commissaire qui a décidé de pas mettre 1 heure de pénalité. C'est parce que souvent sur les réseaux sociaux, je défends un peu l'UTMB vis-à-vis de certaines choses parce que je trouve que les gens critiquent trop sans savoir. Et sur beaucoup de points, en fait, l'UTMB essaie de faire beaucoup de choses et puis les gens voient pas forcément les efforts et ils critiquent que le côté négatif et je trouve ça un peu dommage donc je me permets d'apporter ma pierre à l'édifice. Et à chaque fois, on me dit « Ouais, mais toi, tu fais que de les défendre. » Eh ben, vous voyez, pas aujourd'hui. D'ailleurs, on leur mettra un petit bonus final, là. Ça arrive. Ok ? Donc voilà, après moi je suis prêt à discuter, mais je vois pas comment on peut dire qu'il n'y avait pas de ravitail hors zone. J'ai également les captures d'écran du live, bien sûr, on a tout gardé d'ailleurs. Sur la capture d'écran du live, on voit un magnifique panneau accompagnant interdit.
Oh putain. Oh mais il me fatigue. Alors en plus, alors là ça prêche pas pour sa paroisse, mais Marine Quintard ayant déjà participé à l'OCC, normalement elle est au courant de ce genre de pratique, que l'assistance est interdite sur certaines courses. Hein, je dis ça, je dis rien. C'est pas une fleur bleue non plus. Tu vois, elle connaît un peu la discipline. Bon, moi, mon avis, c'est qu'elle est arrivée sur cette course un petit peu comme ci, comme ça, à la va comme je te pousse. Elle l'avait pas trop préparée, ses amis se sont proposés de la ravitailler, elle a dit ok, banco, allez, on y va. Sauf qu'elle a oublié qu'on était sur une baille UTMB, qu'il y avait des règles, etc. Moi, je pense, c'est totalement involontaire, bien sûr. Mais ce qui serait bien, en fait, c'est qu'on ait un peu d'exemplarité chez ces gens, et qu'au lieu de tenter de se justifier avec des propos incohérents, parce que dire « ouais, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, donc c'est pas grave », c'est un propos incohérent, et dire « le règlement est flou », c'est carrément du foutage de gueule, en fait. C'est me faire croire que je suis un imbécile. C'est se moquer de moi, en fait, quelque part. Non, mais c'était flou. Putain, mais... Oh, la photo du profil. À quel moment c'est flou? À part quand t'as bu. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. On a quelqu'un, attention, parce que Marine l'a fait de manière involontaire devant les caméras. On a quelqu'un qui l'a fait de manière volontaire. Il y a quelqu'un qui a triché de manière volontaire. Cette personne s'appelle Laura Van Vuuren. Elle a gagné le 100 miles. Ah, tiens. Tiens. On dirait Booba qui tacle les influenceurs. Énorme, j'adore. D'ailleurs, lui aussi, on essaie de le faire passer pour un connard d'harceleur, alors qu'en fait, il a juste 100% raison. Mais bon, il y a toujours une serpillière, en l'occurrence Jean-Marc Morandini. Déjà, lui devrait être en prison pour le critiquer. Alors, Laura Van Vuuren, elle est arrivée à Saint-Étienne-de-Tinée, donc c'est le premier ravitaillement sur le 100 miles. Pas de bol, il y avait un caméra runner à côté d'elle. C'est pas passé au live, mais si ils le veulent, ils peuvent retrouver les images. Donc je me permets de le dire. Laura Van Vuuren, elle était deuxième derrière Yuri Yoshizumi à ce moment-là. Et d'ailleurs, elle finira avec 40 minutes d'avance sur Yuri Yoshizumi. Mais à Saint-Étienne-de-Tinée, Laura s'est décalée sur le côté. Elle s'est mise à l'abri des regards indiscrets. Et son compagnon l'a ravitaillée. Pas de bol, Saint-Étienne-de-Tinée, c'est un rond blanc, c'est donc un point de contrôle sans assistance. Si elle l'a fait ici, et qu'en plus elle s'est cachée pour le faire, donc elle l'avait prémédité, elle savait très bien que c'était interdit, elle l'a donc peut-être fait au pont de Pôle, au kilomètre 50, parce que ça coupe la route, donc c'est très facile d'accès, et en plus elle y est arrivée pendant la nuit, donc c'est très facile de tricher. Aux Granges de la Brasque, je sais pas trop où c'est, je pense que c'est un peu difficile d'accès, c'est à 1800 mètres d'altitude à mon avis, elle est pas allée tricher là-bas. À la Chapelle Saint-Michel, j'en mettrai pas ma main à couper qu'elle a pas fait un petit ravito hors zone également. Et enfin, au plateau Saint-Michel, là où Marine Quintard a aussi fait son ravitaillement hors zone. Parce qu'en fait, le plateau Saint-Michel, c'était interdit pour tout le monde, hein. Le 100 km, le 100 miles et le 50K. Donc vous voyez, là, la différence, moi j'aimerais... Alors bien sûr, les deux personnes peuvent subir la même pénalité, donc 1 heure. Mais dans la mentalité, Laura, c'est bien pire puisqu'elle s'est cachée pour tricher de manière volontaire. Tandis que Marine a simplement fait une bête faute. Ok ? Qu'évidemment, on va pas la mettre au bûcher. Hein. Ça, c'était une époque révolue. Mais je trouve ça dommage, en fait, de pas le dire. D'essayer de tout cacher et de dire ouais mais c'est pas grave, de toute façon c'est pas très grave, et puis les gens ils auront oublié, et puis mieux vaut ça que dire finalement notre premier il a triché donc on le déclasse et c'est le deuxième. Et c'est sûr, c'est chiant, hein. L'UTMB ils ont fait un réel sur Instagram, ils ont fait un cross partage avec Marine Quintard. C'est sûr, tu passes pour un guignol si 2 jours après tu fais ouais non mais en fait elle a pas respecté son règlement, on doit lui mettre une pénalité et du coup tout est caduc.
Bah oui, mais mieux vaut dire nous on a un règlement et on l'applique, plutôt que dire bah nous on a un règlement, mais en fait si vous faites une entorse et que vous pleurez suffisamment fort, on va accepter quoi. Donc c'est pour ça que je me désolidarise totalement de ça. Je suis contre ce qu'il s'est passé. Voilà. Ceux qui sont pour et qui le cautionnent, bah insultez-moi dans les commentaires, comme ça on verra votre nom et votre prénom. Et si vous m'envoyez un petit message privé, commentez à joint, ou vous finissez presque par me traiter de débile, bah vous serez mentionné à l'antenne. Tiens d'ailleurs elle vient d'être mentionnée. Ça lui apprendra à mal me parler et à me dire que je sais pas lire un graphique. Bon ben voilà, ingénieur, hein, bac plus 5, excuse-moi, je sais lire un graphique. De toute façon, à partir du moment où c'est écrit point de contrôle sans existence, c'est pas trop dur quand même, il faut vraiment être de mauvaise foi pour pas le reconnaître. Parce qu'à un moment donné, tu sais, tu peux être ouais, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, j'ai pas fait de conneries. Puis à un moment donné, tu te rends compte que t'as fait une connerie. Là aujourd'hui, elle le sait qu'elle a fait une connerie. Et tu peux dire, et là on en revient à l'exemplarité, c'est ce dont je parlais au début du podcast, tu peux dire, bon, putain, merde, la boulette. Putain, mais quel abruti, j'ai pas tilté que l'assistance était interdite. Putain, le con, j'étais embarqué dans mon truc. Merde. Bon, là, tu dis, ok, je vais me dénoncer, je vais dire, voilà, bon les gars, je suis désolé, j'ai fait ça. Et en plus, je comprends pas comment elle peut accepter de ne pas être déclassée à partir du moment où on l'a vu se ravitailler hors zone sur le live. Donc il y a peut-être 1000 personnes, parce qu'après le live, les gens le regardent plus tard, tu vois. Il y a peut-être 1000 personnes qui l'ont vu se ravitailler hors zone, qui ont fait, oh putain, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu vois le classement, elle est toujours première. Comment elle peut accepter de passer pour quelqu'un qui est au-dessus des lois comme ça? Parce que ça dévalorise son image. Mieux vaut dire, bah écoutez, ouais, putain, je suis désolé, effectivement, franchement, j'ai pas fait gaffe et tout, bah c'est ma faute. Du coup, je prends ma pénalité, elle est de 1 heure. Et ça, c'est l'exemplarité. Parce que des conneries, enfin, je veux dire, mais moi, j'en ai fait un nombre incalculable de fois. À l'école, enfin... Bon, on a tous triché, hein, à l'école, copier sur son voisin, voilà. Et quand tu te fais gauler par la maîtresse, ouais, t'essayes de dire « Ah mais non, mais c'est pas moi !» Puis bon, quand la preuve est évidente, tu fermes ta gueule et t'acceptes la sanction, quoi. Pour vous préciser ça, premier trimestre, Hugo Ferrari, 32 heures de colle. C'était le record du lycée, j'étais ravi de l'apprendre. Parce que j'avais une perception des règlements qui était très personnelle. Et tellement on m'a tapé dessus au fil des années, j'ai appris à respecter le règlement. Comme quoi, au bout d'un moment, ça rentre. Mais voilà. Tout ça pour dire, en fait, à un moment donné, il faut assumer. Tu dis, bon, bah ouais, effectivement, j'ai fait une connerie, bah je m'excuse. Et en plus, moi, je trouve ça te grandit publiquement d'accepter tes fautes. Tu vois, de dire, bah ouais, je suis désolé. Voilà, pardon. J'ai pas fait attention, je le ferai plus. La prochaine fois, je regarderai vraiment la course, le règlement de la course auquel je vais participer, parce que, bah ouais, c'est vrai que... En fait, par exemple, vous avez des trails où on vous autorise à prendre les bâtons sur les ravitaux, à les lâcher sur d'autres ravitaillements. Par exemple, au Templier, vous avez une assistance à la salvage, au kilomètre 55, vous pouvez prendre les bâtons à la salvage. Par contre, vous ne pouvez les déposer que à votre assistance. Donc le prochain ravito avec assistance, c'est le CAD, au kilomètre 72, je crois. Donc si vous prenez les bâtons à la salvage, vous les gardez pendant 17 km jusqu'au CAD et vous les redonnez à votre assistance. Vous ne les posez pas à masse bio, par terre, parce que vous savez que quelqu'un va vous les ramasser. Ça, c'est interdit. D'accord ? Je dis ça parce que je vais participer aux Templiers et tous ceux qui vont tricher, là, je vais vous enculer votre mère. Parce que moi, je vais arriver à Perlot en partant doucement, donc je serai dans un très gros groupe de coureurs, à mon avis. Et je sais très bien qu'il y a des petits malins qui vont se ravitailler avec leur assistance à Perlot alors que c'est interdit. Moi, je vais me faire chier à me coltiner des flasques vides avec de la maltodextrine dedans pour pouvoir les remplir au robinet à eau. Peut-être que vu que je vais arriver un peu loin, je vais devoir faire la queue pour remplir mes flasques au robinet à eau. Donc s'il y a un guignol qui se fait ravitailler par son assistance à Perlot, je le déboîte. D'accord ? Je l'assassine direct à l'arrivée, je prends le micro, je fais machin, truc bidule, tel numéro de dossard, hop, ravito à Perlot, là, dégagez-le, là, enlevez-le de devant moi, là. Ok, là, vous êtes prévenus, là. Ça va chier, maintenant. Là, c'est le régime de la terreur, là. La dénonciation peut venir de tous les côtés, là.
faites gaffe. Les patriotes vont être sur le coup, ils auront des téléphones portables, ça va filmer, ça va prendre des photos partout, là. Là, le tricheur va être en PLS. Ok. Bon, allez, on va conclure ce podcast. Déjà parce qu'il faut que j'aille faire du vélo avant qu'il fasse nuit, donc ça, c'est très important. Et parce que, voilà, je pense que c'est bon. Vous en avez eu pour votre argent, vous êtes contents, là? Hugo Ferrari va se faire taper dessus, maintenant, par tout le monde. Vous êtes contents? Allez, je vous avais dit un petit bonus pour l'UTMB, c'est parti. Alors, comment ça se fait? Donc là, je m'adresse à ceux qui font la cote de l'UTMB. Là, je vois David Politique qui fait « Oh putain, là, je vais encore prendre !» Donc c'est pas lui qui est responsable. Mais c'est à chaque fois lui qui m'explique. Et il est obligé de m'expliquer comme il expliquerait à un gamin de 6 ans pourquoi il a pas compris un truc. Donc il doit en avoir marre, mais bon, vu qu'il est très gentil, il prend toujours le temps de le faire. Merci David. Pourquoi l'UTMB, quand je regarde mon index à l'UTMB, pourquoi la course... Ouais, alors ce que je disais, putain, ça a coupé là, comme un abruti, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, évidemment, donc pourquoi, quand je regarde il est où mon index? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ah oui, c'est le classement. UTMB index, chercher un coureur, Hugo Ferrari le boss, Hugo Ferrari tout court. Ça va, je rigole, je raconte des bêtises. Ouais, donc mon UTMB, il est distance 171 km, dénivelé 9963. Ok. Résultat, UTMB 2023. Donc là, je vais sur le site live.utmb.world. Les résultats de l'UTMB 2023. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah putain, il est à 170. Attends, parce que l'autre fois, il y avait 173. Mais il y a 2 pages différentes. Ah, les salauds, ils l'ont remis à 170. Ah bon, d'accord. Bon, ok. Et bah, autant pour moi, je croyais qu'il y avait vraiment 173 et qu'il y avait 2 informations différentes. Bah, j'ai peut-être vu ça ailleurs. Bon, il n'empêche que j'avais un montre, GPS, je sais pas quoi, là. Montre-cardio-GPS. Ils avaient fait un comparatif des parcours. Enfin, en gros, ils avaient pris les traces des montres. Ah, voilà, c'est là. Des 30 premiers. Tiens, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous constaterez que je raconte pas des conneries. Donc ça, c'est le lien montre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est règlement. Et ça, c'est roadbook. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Ouais, les traces des 30 premiers hommes et femmes. Mais l'article est exceptionnel. D'ailleurs, vous avez un Américain qui a coupé le parcours. Petit message à l'organisation. Vous avez pensé à le disqualifier ou pas du tout? Et quand on fait la moyenne des traces du parcours, déjà, il n'y en a pas une seule. Ah si, tiens, Tyler Green. Ah oui, mais c'est lui qui a coupé. Hop, pardon. Il n'y a pas une seule trace sous 173 km. Il y en a qui font 100... Putain, il y en a une, elle fait 178. Katharina Hartmut. Pourtant, elle a la Sunto verticale. Qu'est-ce qu'elle a foutu, elle? Ouais, donc le parcours, bah, si tu fais la moyenne, il fait 173, 174 km. Donc moi, j'aimerais bien voir qui est-ce qui a décidé que, en fait, ça faisait 171. Tu vois? Parce que systématiquement, chaque année, quand tu fais l'UTMB, tu reçois un index tout pourri. Donc moi, je fais 22e en 23h10, ce qui est plutôt pas mal. Et mon index, c'est 805. Je faisais ce chrono en 2014, j'aurais eu 875. Hein. Bref. Allez, c'était un petit tacle gratuit, je reconnais, c'est pas bien, c'est pas gentil. Mais voilà, pourquoi il fait pas 173 bornes, le bordel, là? Parce que les speakers, ils vous ont parlé de la fin de parcours qui était plus rapide. C'est vrai. Ils ont oublié de vous dire que juste avant Valorcine, on prenait 2 bornes dans le pif. Hein. 2 bornes, c'est long parce qu'en fait, on court pas à 12 de moyenne, tu vois. Donc c'est plus un quart d'heure minimum. Et mais juste après Courmayeur, il y avait un truc plus court, un truc plus long. Bon là, peut-être ça s'équilibre. Et surtout par rapport à 2022, parce qu'en 2022, tout le monde a oublié qu'on avait enlevé une bosse avant les contamines.
Personne n'en a parlé de ça. Parce qu'avec la bosse avant les contamines en 2022, c'était pas sûr qu'on descende sous les 20 heures. Eh ouais, mon pote. Ah bah oui, mais je savais pas, bah faut analyser un peu les choses. Et par contre, en 2023, la bosse avant les contamines, elle y était. On l'avait remise. Enfin bref. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas très grave. L'essentiel était que vous ayez compris mon point de vue sur les cas de fraude qu'on a pu constater, qui étaient volontaires ou involontaires. Et maintenant, au moins, je ne serai plus mis dans le même panier que ceux qui cautionnent. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, si vous trouvez que ce que je fais c'est intéressant, c'est facile. Vous allez sur le Patreon, vous aurez des choses 3 fois plus intéressantes, 3 fois plus constructives, et surtout, vous me financerez, ce qui me permettra, une fois que plus personne voudra m'embaucher comme speaker sur ces courses, de continuer à vivre, et vivre, c'est bien. Voilà, on finira sur cette phrase. À la semaine prochaine. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.